Là, on n'est plus, si on veut, dans les sciences sociales descriptives, si on veut. Hein. Goffman, lui, essayait de décrire les comportements qu'il voyait les gens adopter dans les rues ou dans les lieux publics, sur les places publiques, etc. Ici, on est beaucoup plus dans le domaine de la philosophie politique et de la théorie politique. C'est un concept au statut bizarre, un statut hybride, parce que c'est une notion qui décrit à la fois un processus historique qui a eu lieu au XVIIe, XVIIIe siècle, hein, et donc une sorte d'invention historique d'une notion, d'un concept qui a servi à penser, à organiser la démocratie et la souveraineté populaire, hein, à l'époque des Lumières. Et d'un autre côté, c'est un concept normatif, puisqu'il sert à définir des principes et les normes à suivre d'un État démocratique, à fixer les conditions et les modalités d'une citoyenneté démocratique et à profiler une éthique de la citoyenneté. Alors, je voulais présenter, il y a trois approches principales, si on veut, dans ce domaine, dans ce champ, si on veut, de la théorie politique de l'espace public. Donc, il y a Hannah Arendt, je suppose que c'est un nom qui vous est, hein, dont vous avez entendu parler, Jürgen Habermas, donc, qui est encore en vie, hein, c'est un vieux monsieur de 85 ans, qui est encore très, très présent dans la vie politique de l'Allemagne et dans la vie politique de l'Europe. Hein. Pour ceux qui lisent la presse, de temps en temps, on voyait des prises de position de Habermas en faveur d'une Europe plus intégrée, etc. Hein. Habermas est quelqu'un qui appartient à ce qu'on appelle l'école de Francfort. Je ne sais pas si... Hein, l'école de Francfort, c'est une école, c'est un ensemble de philosophes, sociologues, qui ont rompu de sa manière avec le marxisme. Donc, je ne sais pas si des noms comme Adorno, Horkheimer vous disent quelque chose. Enfin, donc, c'est un groupe effectivement de philosophes et de penseurs juifs qui avaient dû fuir l'Allemagne nazie, qui étaient partis aux États-Unis et qui sont revenus après-guerre et donc ont créé à Francfort un institut qui s'appelle l'Institut de recherche sociale. Hein. Donc, qui est un mélange de philosophie sociale et de sciences sociales, de sociologie en particulier, de psychologie sociale aussi. Et donc, Habermas fait partie de la seconde génération, donc, hein, puisqu'il est né, il est né en 1929. Et si vous voulez, dans cette école-là, je ne sais pas si le nom de Axel Honneth, théoricien de la reconnaissance, vous dit quelque chose, mais c'est la troisième génération, de cette manière, de cette école de Francfort. Et la dernière approche, c'est le pragmatiste américain John Dewey. John Dewey a été très peu connu en France jusqu'à récemment, essentiellement parce qu'il passait essentiellement pour un spécialiste de l'éducation. C'était un réformateur de l'éducation. Il a créé des écoles qui ont été un peu des inspirations pour les écoles un peu réformatrices, type Montessori, etc. Mais en même temps, il a eu une pensée philosophique et politique très, très importante qui a beaucoup marqué les États-Unis. Et Dewey a été appelé le philosophe de l'Amérique dans la première moitié du XXe siècle. Alors, juste un mot sur Arendt, hein, parce qu'effectivement, ce sont trois approches assez différentes de l'espace public, sans qu'aucun d'entre eux, en fait, n'utilise la notion le terme même espace public. Hein. Pour Arendt, c'est plutôt domaine public ou scène publique. Hein. Et donc, la réflexion de Hannah Arendt, donc, qui est plutôt une philosophe politique, il s'agit d'une réflexion sur le type particulier de communauté qu'est une communauté de citoyens, une communauté politique de citoyens. Hein. Et ce sur quoi elle insiste, que c'est une communauté politique de citoyens est une politique qui doit toujours se constituer comme communauté, à la différence d'une communauté qui préexiste parce qu'elle partage une même langue, une même culture, un même territoire, hein, une même histoire, etc. Donc c'est pas ce partage de quelque chose en commun qui constitue la communauté des citoyens. Hein. Il faut que cette communauté se crée et s'institue,
Et elle s'institue en se donnant un monde commun. Et précisément, c'est à travers l'espace public qu'elle se donne un monde commun. Et elle se donne un monde commun en rendant j'ai mis les choses visibles sur une scène publique, c'est-à-dire en rendant les actions, les personnes, les événements, les situations problématiques visibles sur une scène publique. Alors évidemment, les références de Arendt sont beaucoup les expériences grecques et latines de l'Antiquité. Mais s'il s'agit de penser les scènes publiques modernes, effectivement, on est obligé de prendre en considération les médias, la presse, la télé, la radio, etc., et les nouveaux médias qui sont précisément les organes, les institutions, les organisations qui rendent les actions, les personnes, les événements, les situations visibles sur une scène publique. Et donc, un point important de l'approche de Arendt, c'est de dire que cette communauté, précisément, de citoyens qui a à se constituer en se donnant un monde commun, n'est pas une communauté fusionnelle. Ce n'est pas une communauté où les gens se fondent les uns dans les autres ou collent les uns aux autres. C'est une communauté dans laquelle les gens se tiennent à distance les uns des autres, tout en étant proches les uns des autres. Et l'image que donne Arendt pour montrer quel type de communauté il s'agit. Donc il y a l'exemple de la table. Quand des personnes sont réunies autour d'une table, cette table les rapproche, mais en même temps les garde à distance les uns des autres. Et donc c'est cette distance dans la proximité qui lui paraît constituer précisément le type de coprésence caractéristique d'une communauté de citoyens. Deuxième approche, donc, c'est celle donc, de ce fameux livre de Habermas, donc, qui est moi, si vous vous intéressez un peu à la théorie politique, à la philosophie politique, il faut lire ce livre qui est donc, l'espace public, donc, qui est un livre à la fois d'histoire et de théorie politique, et qui reconstitue donc l'émergence historique dans l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles d'une sphère publique intermédiaire entre, d'un côté, les activités économiques, sociales de la vie courante, familiale, religieuse, etc., et de l'autre, l'État, donc c'est-à-dire le gouvernement, les institutions parlementaires et les administrations. C'est l'idée d'une sphère intermédiaire entre le social et le politique. Et donc c'est l'émergence de cette idée de sphère intermédiaire et de la manière dont elle s'est constituée, dont elle a fonctionné. Donc Habermas essaie de reconstituer. Alors, donc cette sphère publique a été conçue comme un espace de discussion dans lequel donc, les membres, il s'agissait essentiellement des membres éduqués de la société, donc ce n'était pas n'importe qui, et on a souvent reproché à Habermas de n'avoir pas fait une analyse, d'un espace public populaire, puisque là il s'agit des gens éduqués, qui donc débattent de sujets d'intérêt commun, se perçoivent comme liés entre eux à travers les médias de publication et de diffusion qui existaient à l'époque, comme participant à une seule et même discussion d'ensemble, et comme développant une opinion commune sur les questions d'intérêt public. Donc il s'agissait bien d'un espace public bourgeois, puisque c'est le terme qu'utilise Habermas lui-même dans le sous-titre de son livre. Alors, c'est une sphère publique informelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle n'est pas instituée telle qu'elle, si on veut. Et son point d'appui, c'est le développement de pratiques informelles de discussion et de critique dans le domaine littéraire et artistique, et de questions d'intérêt général, donc dans les cafés, dans les salons, dans les clubs bourgeois de l'époque, et donc la diffusion de ces discussions dans des pamphlets, dans le type de journaux qui existaient à l'époque, dans des livres, etc. C'est comme ça que s'est constituée l'ébauche, si on veut, de cette sphère publique qu'on dit informelle, donc parce qu'elle n'est pas, ça ne correspond pas à une institution d'État, par exemple, et surtout qu'elle ne dépend que des pratiques qui la font exister, qui la font vivre
bien sûr dans le cadre des libertés garanties constitutionnellement dans les États modernes, dans les États démocratiques modernes. Alors, précisément, je voulais quand même rappeler un point qui est que cette idée d'Offenlichkeit est une idée donc, importante des Lumières, et notamment donc, qui a été définie par Kant, et Habermas reste quand même, tout en ayant un héritage fortement marqué par le marxisme, reprend et développe, enfin, reste conscient dans le fond de sa pensée. Et précisément cette Offenlichkeit, cette ouverture, était pour Kant et reste pour Habermas un moyen d'assurer, de garantir la concordance de la politique et de la morale, c'est-à-dire de garantir que les lois adoptées et que les décisions politiques qui sont prises aient un caractère juste. Et donc je vous ai mis la définition que Kant donne de cette Offenlichkeit, qui est intéressante dans son petit opuscule qui s'appelle Projet de paix perpétuel, une maxime donc effectivement qui ne concerne, comme il dit, que le droit public, et que Habermas va ensuite étendre à un domaine beaucoup plus large, une maxime que je ne peux pas divulguer sans faire échouer par là mon propre dessein, une maxime qu'il faut absolument garder secrète, mais vous pouvez remplacer maxime aussi par décision, par exemple, qu'il faut absolument garder secrète pour qu'elle réussisse, et que je ne peux pas avouer publiquement, sans susciter par là immanquablement la résistance de tous à mon propre projet, ne peut devoir cette opposition de tous contre moi, opposition nécessaire, universelle et par conséquent qu'on doit considérer comme a priori, qu'au tort dont elle menace chacun. En gros, donc, l'idée c'est que si une maxime ou une décision est gardée secrète, ça veut dire qu'elle cache quelque chose sur le plan moral et que, disons, elle ne peut pas, on ne peut pas lui attribuer une garantie de justice, notamment. Donc, s'il faut la cacher, la maintenir secrète, c'est parce que, quelque part, elle va à l'encontre du droit de quelqu'un ou de son intérêt. D'où son idée aussi, si on veut, d'une nécessité d'universaliser, c'est-à-dire pour qu'une décision soit légitime, il faut qu'elle soit universalité, c'est-à-dire qu'elle soit adoptée en prenant en considération un point de vue général ou un point de vue de tout un chacun. Et donc, Habermas reprend complètement cette définition, effectivement, de l'Offenlichkeit de Kant. Et donc, en gros, voilà comment je résume un peu le point de vue donc la définition de Habermas. L'espace public est le lieu d'exercice public de la raison. Alors ça, c'est une autre problématique très kantienne qui distingue entre un exercice privé et un exercice public de la raison. Peut-être que vous avez vu ça en philo. Et donc, à travers une discussion publique régie par les principes d'une éthique de la discussion. Une éthique de la discussion, dans une discussion, il faut que tout le monde puisse accéder à la discussion. Tout le monde a le même droit de parole. Et les gens doivent, disons, présenter des raisons dans leurs discussions, dans leurs arguments, des raisons compréhensibles par les autres et accessibles aux autres. Et le but est de former une opinion et une volonté collective concernant les normes, les lois et les décisions politiques à adopter dans une communauté de citoyens, de telle sorte qu'elles soient justes et légitimes. Donc, effectivement, on retrouve cette idée kantienne, effectivement, de cette Offenlichkeit, qui est une garantie de la justice des lois et des décisions, et Habermas ajoute une garantie aussi de leur légitimité. Dans l'État démocratique moderne, ce n'est qu'ainsi que le pouvoir politique peut légitimer ses décisions. Alors, pour Habermas, il y a quand même une pluralité d'espaces publics. Il n'y a pas que l'espace public politique. Il y a des espaces publics culturels, etc. Et je pensais qu'un exemple intéressant d'un autre type d'espace public, c'est l'espace public scientifique. Idéalisé, sans doute. Donc, puisque dans cet espace public, l'enquête est un principe public et ouverte, ces observations et ces expérimentations, ces théories, ces hypothèses, ces problèmes et ces résultats sont communiqués et soumis à la critique d'une communauté scientifique. Et cette publicité repose sur toute une série de pratiques concrètes, sur une vie de laboratoire, sur de travail en équipe, sur des colloques et des congrès, sur des publications évaluées par des pairs dans des revues à comité de lecture, sur une gestion des carrières
par les pairs sur la base d'évaluation par ces mêmes pairs, etc. Mais ça, c'est effectivement une communauté scientifique quelque peu idéalisée parce que souvent entrent en jeu les contraintes de la compétition, les stratégies de carrière, les modes de financement de la recherche, effectivement, qui entravent pour une part cette exigence de publicité et d'ouverture de fonctionnement d'une communauté scientifique. C'est qui fait partie de ce qu'on peut appeler un imaginaire social moderne. C'est un philosophe et théoricien politique français qui a inventé cette expression qui s'appelle Cornelius Castoriadis, donc, qui, dans un livre qui s'appelle L'invention de la société, 1975, mais le titre ne me revient pas. L'institution imaginaire de la société, voilà. Et donc, donc, en fait, un imaginaire social, c'est une manière de se représenter la société, de se représenter la vie sociale, de se représenter le lien social, la manière dont les gens coexistent, ce qui les tient ensemble, de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils s'attendent les uns des autres, etc. Tout ça, ça rentre dans une forme de représentation globale qu'on peut appeler un imaginaire social. Et il y a typiquement un imaginaire social moderne, c'est-à-dire un imaginaire social qui s'est formé, surtout, enfin, sans doute, qui a commencé avant les Lumières, mais qui s'est surtout développé à l'époque des Lumières. Et donc, les principales composantes de cet imaginaire social moderne sont l'idée que l'économie est une réalité autonome et un système autonome de sa manière fonctionnant selon ses propres règles et ses propres lois. La deuxième composante, c'est l'idée précisément d'espace public ou de sphère publique comme source de légitimité et contrôle du politique. La troisième composante, c'est la conception du peuple comme souverain dans l'État moderne. Et la quatrième, c'est l'expression de l'ordre moral sous forme de charte de droits de l'homme. Ce qui est intéressant en parlant d'imaginaire social, c'est de dire que l'imagination a un rôle important précisément dans la genèse et dans le maintien de cette représentation. Et que précisément l'espace public politique moderne est en fait de sa manière porté par un travail de l'imagination, et cette imagination est nécessaire pour que cet espace public puisse trouver une réalité. Puisqu'en effet, c'est l'imagination qui fait exister la sphère publique comme espace commun de discussion, parce que c'est par elle, c'est parce qu'on imagine que des discussions éparses à droite et à gauche sont considérées comme liées dans un seul grand échange, dans une seule grande discussion. Et c'est par elle aussi, c'est par l'imagination que des gens qui ne se rencontrent jamais, qui sont dispersés, cette sphère publique en général est à la dimension d'une nation, d'un État-nation, mais c'est par l'imagination que des gens qui ne se rencontrent jamais vont se percevoir comme partageant un foyer d'attention commun, comme impliqués dans une discussion d'ensemble, et comme se répondant les uns aux autres dans ces discussions, et comme étant capables d'élaborer une opinion commune. Précisément, une caractéristique que Habermas a bien mise en évidence dans son livre sur l'espace public, c'est que c'est une sphère qui s'est organisée et qui impérativement devait s'organiser à l'écart du pouvoir politique et indépendamment du pouvoir politique, c'est-à-dire indépendamment de l'État, indépendamment du gouvernement, indépendamment des administrations, etc. Donc, il est extérieur, et extérieur au pouvoir politique, indépendant du pouvoir politique, tout en ayant une valeur normative pour ce pouvoir, c'est-à-dire effectivement l'opinion commune ou collective formée dans cet espace s'impose au pouvoir politique, puisqu'elle va être considérée comme étant la source, si on veut, de la légitimité des normes, des lois qui vont être adoptées, ou comme la source de la légitimité des décisions du pouvoir politique. Et donc, c'est comme ça que la sphère publique est devenue une instance de légitimation des lois et des décisions politiques, en même temps qu'une instance de supervision et de contrôle de l'exercice du pouvoir, via précisément les organes de l'espace public que sont les médias, le travail des journalistes, les enquêtes des journalistes, etc., qui surveillent et contrôlent l'exercice du pouvoir. L'idée étant que, ça aussi c'est de la représentation, de cette manière c'est idéal ou c'est utopique, que cette instance de légitimation et que ces discussions qui ont lieu dans cet espace public sont guidées par l'exercice public de la raison. Alors il y a toute une série
voilà, de théorie politique d'inspiration kantienne, donc je ne sais pas si le nom de John Rawls vous dit quelque chose, mais qui ont essayé précisément de d'élucider ou de fixer les conditions d'un véritable exercice public de la raison. Et ça, effectivement, c'est des débats actuellement très, très vifs et très importants, notamment, par exemple, actuellement, et Habermas lui-même est en plein engagé là-dedans, face au regain des religions, face à la montée des conservatismes, des intégrismes, etc. Un certain nombre de porte-parole de ces mouvements-là ont réclamé la possibilité pour les religions de s'exprimer en tant que telles dans la sphère publique, et d'y intervenir et de défendre leur point de vue, etc. Et donc, ça a relancé toute une réflexion du côté précisément de ces théoriciens politiques pour savoir à quelles conditions on peut admettre, on peut accepter que les porte-parole des religions interviennent en tant que tels dans la sphère publique et surtout interviennent dans la gestion des affaires publiques, alors que normalement on est dans des États laïques et que le principe de sécularité est le principe qui fonde ce type d'État. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui s'intéresseraient à cette question. Il y a toute une littérature assez intéressante actuellement à lire sur le sujet. Donc en fait en 1927 il a écrit un petit livre qui s'appelle « Le public et ses problèmes ». Donc, qui est un livre intéressant parce qu'il présente une conception originale de ce qui est public et de ce qu'est un public. Alors là, j'ai mis la définition que je tire, si on veut, de ce livre de Dewey, Le public et ses problèmes. Donc, en fait, le public est l'ensemble des personnes dans une collectivité, dans une société, affectées en bien ou en mal, par les conséquences indirectes, durables, d'activités sociales privées, je donnerai un exemple tout à l'heure, qui ont une répercussion sur le bien-être commun. Ces personnes ont dès lors un intérêt commun à se mobiliser pour obtenir une régulation de ces activités, pour qu'elles empêchent, soit pour les conforter lorsque leurs conséquences sont positives, donc lorsque ces activités contribuent au bien-être commun, soit au contraire pour les modifier si leurs conséquences sont négatives. Et le cœur de la formation de ce public, c'est une enquête publique sur les problèmes sociaux. Je vais en dire aussi un peu plus sur cette notion d'enquête publique. Et donc, un exemple auquel je pensais, c'est un cas breton récent. C'est ce qui s'est passé au moment où le conflit écologiste-agriculteur était au plus fort, il y a 2-3 ans, lorsqu'il y avait l'histoire des sangliers morts dans la baie de Morieux, où... à un moment donné, les représentants syndicaux des agriculteurs finistériens, qui sont toujours à la pointe de la revendication radicale, ont contesté le droit des collectivités territoriales à se mêler de leurs affaires, au nom du principe selon lequel l'agriculture relevait de la compétence unique des agriculteurs et que c'était à eux et à eux seuls de décider de ce que devait être l'agriculture en Bretagne. Alors, lorsque j'avais vu ça, j'avais ouvert de grands yeux. Je me dis, mais c'est pas possible. Et avec ma connaissance de Dewey par derrière, je me suis dit, mais non, on ne peut pas. Et donc, bien sûr, ça n'est pas aux élus, ni aux militants écologistes, ni aux citoyens lambda de dire aux agriculteurs comment cultiver leurs champs, élever leurs bêtes, gérer leurs fermes, etc. Comme ça n'est pas aux politiques de dire aux médecins comment exercer leur art. Il y a une autonomie des professions, des métiers. Mais à partir du moment où les pratiques agricoles ont des conséquences importantes pour des personnes non directement impliquées, du fait par exemple de la pollution de l'eau, qui est un bien commun, du fait qu'elles entraînent la pollution ou la destruction de l'environnement, donc il y a aussi de nombreuses répercussions sur le bien-être commun, ou sur les activités d'autres personnes ou d'autres corps de métier, les agriculteurs finistériens étaient malvenus d'empêcher le public de se mêler de leurs affaires et de faire pression pour qu'ils modifient leurs pratiques agricoles ou qu'on leur impose de le faire. Donc là, on a un exemple, me semble-t-il, typique de ce que Dewey avait en tête lorsqu'il parlait effectivement des conséquences indirectes durables de certaines activités privées, sociales privées, et donc de conséquences sur le bien-être commun, et que le public, c'est l'ensemble de personnes qui se saisissent précisément de ces conséquences pour essayer précisément de réguler les activités qui produisent ces conséquences lorsqu'elles sont mauvaises, néfastes ou contraires au bien commun. Alors, pour Dewey, l'intervention, alors,
je disais que le cœur de cette mobilisation du public, c'est la nécessité d'enquêter sur les problèmes pour essayer de savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qui les provoque, quelles sont leurs causes, etc. De bien analyser les conséquences pour essayer de voir comment précisément on peut supprimer ces causes qui produisent des conséquences néfastes. Et donc, disait Dewey, effectivement, cette enquête, ce travail d'enquête, normalement tout le monde devrait pouvoir y participer. C'est pas, donc, bien sûr, les militants écologistes l'ont fait sur le cas des algues vertes, puisqu'il s'agissait de cette affaire-là. Éventuellement, n'importe quel citoyen pouvait y participer, les syndicats pouvaient y participer, les collectivités locales pouvaient y participer, etc. Donc c'est une enquête ouverte. Mais, dit Dewey, il est important néanmoins aussi que les experts y participent. Et dans ce cas-là, les experts de l'INRA, de l'IFREMER, effectivement, ont fait un vrai travail d'enquête pour essayer de comprendre quelles étaient les causes du phénomène et comment on pouvait l'éradiquer. Et donc là, je vous ai mis la citation de Dewey sur le rôle des experts. Donc, où il dit qu'il est vrai que l'enquête est un travail qui incombe aux experts. Leur qualité d'experts ne se manifeste toutefois pas dans l'élaboration et l'exécution de mesures politiques. Ce n'est pas aux experts, aux scientifiques d'élaborer les mesures politiques, mais dans le fait de découvrir et de faire connaître les faits dont les premières dépendent. Ils sont des experts techniques au sens où les chercheurs scientifiques ou les artistes manifestent une expertise. Et donc le dernier point est important. Il n'est pas nécessaire que la multitude, tout un chacun, dispose de la connaissance et de l'habileté nécessaire pour mener les investigations requises, les enquêtes requises. Ce qui est requis est que cette multitude, enfin que tout un chacun ait l'aptitude de juger la portée de la connaissance fournie par d'autres sur les préoccupations communes et ainsi d'intervenir dans la discussion, dans le débat sur les régulations, si on veut, à adopter, à mettre en place pour résoudre les problèmes. Et un dernier point, moi qui m'a surpris lorsqu'on lit Le public et ses problèmes, donc un ouvrage de 1927, c'est l'importance que Dewey donne à la reprise, si on veut, des résultats de cette enquête publique sur les problèmes sociaux qui se posent, à leur reprise dans les échanges ordinaires, dans les échanges de la vie courante, dans les échanges directs et dans le bouche à oreille, et notamment dans le bouche à oreille des communautés locales. Parce qu'il dit effectivement, voilà ce qui procure une réalité à l'opinion publique et rien d'autre. Cette reprise précisément des résultats de l'enquête dans les échanges directs. Voilà. Donc c'est ça qui procure. Alors, donc, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, c'est une théorie qui existait déjà et que peut-être que le nom de Gabriel Tarde vous dit quelque chose aussi. Pour ceux qui ont un peu étudié les sciences sociales. Et précisément, c'était l'opinion de Tarde, qui s'intéressait précisément donc à la manière dont les conversations ordinaires reprenaient, entre autres, les nouvelles colportées par les médias. Et c'est à ce sujet qu'il dit « Il suffit d'une plume pour mettre en mouvement des millions de langues ». Dans ces conversations ordinaires entre voisins, dans le bouche à oreille, commentant et discutant l'actualité. Et donc, ce qui l'intéressait, c'était de comprendre comment précisément ce bouche à oreille pouvait générer quelque chose comme une opinion collective. Et donc voilà, en portant leur attention donc, à l'actualité rapportée par les informations des médias, les interlocuteurs se prêtent aussi une attention spontanée réciproque. Et donc c'est l'expression de Tarde, s'entrepénètre avec infiniment plus de profondeur qu'en aucun rapport social. Donc c'est pourquoi les conversations sociales sont le moyen, donc c'est les conversations ordinaires, les conversations de café, entre voisins, entre amis, etc., sont le moyen privilégié par lequel les interlocuteurs agissent les uns sur les autres. Et donc, pourtant, c'était dans ces conversations ordinaires que s'effectue le travail de fusion des opinions personnelles en opinions collectives. Donc c'est le foyer,
foyer en fusion, d'une certaine manière, où est générée l'opinion collective. Et le principe qu'on peut discuter, mais c'était son explication, c'est que chacun veut savoir ce que les autres pensent pour savoir quoi penser de soi-même. Voilà, donc j'ai fait le tour voilà, de ce que je voulais vous dire pour vous faire un peu découvrir toute cette problématique de l'espace public. Alors, il y a une distinction qu'on utilise parfois qui est assez intéressante, donc qui est la distinction entre, bon, c'est des noms barbares, des qualificatifs barbares, espace public topique et métatopique. Par exemple, une salle comme celle-ci est un espace topique, c'est-à-dire on est dans un même lieu, un stade, une salle de concert, une église, je ne sais pas, une salle de réunion. Donc c'est des espaces bien délimités où les gens sont présents ensemble. Donc. Et tandis que l'espace public dont je vous ai parlé, hein, où les gens ne sont pas là, ne se rencontrent pas, mais néanmoins sont assurés de participer à quelque chose de commun, à une discussion commune, peut être dit métatopique, parce qu'il n'est pas lié à la présence dans un espace concret. Deuxième aspect qui me paraissait intéressant de noter, parce que, donc, qui est qu'on a deux approches complètement différentes de la moralité publique dans deux domaines différents. On a donc, à travers l'étude des relations en public et des interactions dans les lieux publics, quelque chose qui est le respect des règles de l'ordre public. Et donc, effectivement, il y a une moralité publique, de cette manière, dans ce respect des règles de l'ordre public. Et dans le domaine politique, on a quelque chose comme les règles de bon exercice de la citoyenneté, l'éthique de la citoyenneté. Après, effectivement, qu'on va concevoir très différemment selon que l'on est conscient ou pas. Alors, les grands conscients contemporains sont Rawls et Habermas en matière de théorie politique. Et eux, si on veut, ce qu'ils intéressent, c'est de comprendre, enfin, ils conçoivent précisément l'espace public, la discussion public dans l'espace public comme étant un exercice d'auto-législation. Ça aussi, c'est les Lumières, c'est-à-dire on considère que ceux qui subissent les lois en sont aussi les auteurs. C'est le peuple, en fait, qui est censé édicter, qui subit les lois, mais en même temps, c'est lui qui est censé les dicter. Donc, on est dans un exercice d'auto-législation, de fixation par les gens eux-mêmes des règles ou des normes qui vont prévaloir et qui, normalement, vont assurer une justice des décisions politiques, etc. Ou alors, si on n'est pas conscient, comme Dewey, qui est pragmatiste, et qui, lui, va mettre beaucoup plus l'accent sur la formation des valeurs, la participation de tous à la formation des valeurs dans une société, c'est-à-dire la formation des valeurs, ce n'est pas ce qui est considéré comme obligatoire et valant pour tous, mais ce qui va être considéré comme étant le bien à poursuivre dans le type de société dans lequel nous sommes et compte tenu des problèmes qui se posent, compte tenu des circonstances dans lesquelles nous sommes, etc. Donc, l'espace public reste donc, somme toute, un concept étrange, mais essentiel pour penser la démocratie. Après, il y a tout un pan que je n'ai pas du tout abordé, qui est la description de son fonctionnement réel, de cet espace. Bon, pour les lieux publics, j'ai rapporté des recherches qui essaient de décrire, d'observer, de décrire comment ça se passe. Comment fonctionne l'espace public politique réellement, ça c'est une autre paire de manches. Et on peut considérer que le secret, l'opacité, le mensonge, la manipulation sont aussi présents dans ce fonctionnement concret de l'espace public politique que l'ouverture, la vérité, l'éthique de la discussion ou la libre enquête.